Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Business Intelligence et Analytics. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet des règles d'association. C'est un sujet très important parce que c'est ainsi que le data mining a commencé. En effet, tout le domaine du data mining a débuté à partir du concept des règles d'association. Par conséquent, ce sujet est important non seulement pour des raisons historiques, mais il vous donne également un aperçu de la façon dont l'exploration de données peut résoudre des problèmes du monde réel. Commençons. Voyons ce que nous entendons par analyse du panier de la ménagère. Le sujet des règles d'association trouve son origine à partir des données du panier de la ménagère qui apparaissent très fréquemment dans les données des commerces de détail. Dans ce cas, nous partons du principe que l'acheteur recherche plutôt un panier de produits. Il se rend au supermarché, prend le panier ou le caddie et y met les différents articles qu'il désire. Par conséquent, nous avons d'un côté le panier et nous avons de l'autre les articles qui sont mis dans le panier ou le caddie que vous emmenez au supermarché. Vous pouvez imaginer aisément que l'on enregistre à chaque achat ces données. Et nous avons maintenant une base de données de ce que chaque acheteur préfère, cette fois-ci comme les fois précédentes, et ce pour plusieurs acheteurs. Pouvons-nous essayer de trouver des tendances dans les habitudes d'achat des clients ou des produits qui sont typiquement achetés ensemble? Et si nous parvenons à trouver ces tendances, comment pouvons-nous les exploiter dans une perspective commerciale pour un objectif commercial? Ce que nous supposons, ce sont que les supermarchés ont des données telles que celles-là. Ils ont dans leur base de données des données de ce type avec un identifiant de transaction, un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3 et ainsi de suite. Ces données peuvent provenir de différentes personnes ou de la même personne, cela n'a pas d'importance. Ainsi, à chaque fois que vous passez à la caisse et que vous payez, le système garde une trace des articles que vous avez achetés. Dans ce cas, lors de la première transaction, une personne a acheté 2 articles, du pain et du lait. Lors d'une autre transaction, quelqu'un d'autre, ou peut-être la même personne, a acheté du pain, du lait, des couches et du coca. Par conséquent, le panier contient tous les articles qu'une personne a achetés et l'article est un élément particulier dans le panier. Il y a 2 questions intéressantes auxquelles on pourrait vouloir répondre en ayant ce type de données dans votre Coop ou votre Migros ou votre Lidl par exemple. La première question est: quels sont les produits qui sont typiquement achetés ensemble? Et la deuxième question est de savoir si je trouve ces produits qui sont typiquement achetés ensemble. Donc les deux questions sont hautement liées l'une à l'autre. Puis-je prédire pour un panier particulier, si je sais qu'il contient un autre objet X, quelle est la probabilité qu'il contienne un objet Y? Supposons ici que j'ai beaucoup d'articles. Après avoir observé que l'acheteur prend certains articles, quelle est la probabilité qu'il achète l'article Y? C'est une information très utile pour un système de recommandation tel que celui utilisé par Amazon. Un client a acheté dans le passé certains articles et ce système vous recommande ce que vous pourriez mettre dans votre panier en ligne. Par conséquent, la deuxième question est utile pour les systèmes de recommandation. Pour la première question, je vous laisse mettre pause et réfléchir à quel type d'application commerciale elle pourrait être utile. Le premier problème que nous examinons est donc de savoir comment identifier les ensembles d'éléments fréquents. Quand je parle d'éléments, vous pouvez le prendre comme synonyme d'article. Étant donné un supermarché et un ensemble de transactions, pouvons-nous trouver les articles qui sont fréquemment achetés ensemble? Si par exemple nous avons cet ensemble de transactions, nous pouvons assez facilement voir que les couches et les bières sont fréquemment achetées ensemble. Nous voyons donc que les couches et les bières sont toutes les deux ensemble dans plusieurs transactions, dans 3 transactions plus exactement. C'est le cas pour le lait et le pain aussi. On a dit qu'on souhaitait obtenir les articles fréquents. Les ensembles d'articles ne sont rien d'autre que des groupes d'articles. Nous avons donc l'ensemble d'un élément, c'est-à-dire tous les groupes qui ne contiennent qu'un seul article, l'ensemble de 2 éléments, les groupes qui contiennent 2 articles, et ainsi de suite. La question est maintenant de savoir ce que nous entendons par fréquent, et c'est là que la notion de soutien devient très utile. Le soutien, pour un article, ou un ensemble d'articles, si on a plusieurs articles, c'est le ratio du nombre de transactions ou des paniers qui contiennent cet ensemble d'articles
sur le nombre total de transactions. Prenons l'exemple des bières et des couches. Quel est le pourcentage de transactions qui contient ces deux articles? N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'un seul article. Effectivement, comme je l'avais dit, il y avait donc 3 transactions qui contenaient ces deux articles, bière et couche, pour un total de 5 transactions. Par conséquent, nous disons que le groupe d'articles avec 1 ou 2 ou 3 articles est fréquent s'il apparaît dans au moins un certain pourcentage de paniers. Le soutien est généralement exprimé en pourcentage, comme un ratio, mais il peut être donné en nombre de paniers, auquel cas nous l'appelons typiquement le nombre de soutiens et nous le représentons par la lettre grecque sigma. Par exemple, nous pouvons dire que le nombre de soutiens pour la bière est de 5 paniers. Ainsi, si vous le voyez sous la forme d'un ratio, vous devez savoir qu'il s'agit d'un nombre inférieur à 1 ou d'un nombre compris entre 0 et 100% si on l'exprime en pourcentage. Vous devez savoir qu'il s'agit très probablement d'un ratio dans ce cas-là. Si vous le voyez sous la forme d'un nombre entier, de 5 paniers par exemple, vous devez savoir qu'il s'agit de leur nombre de soutiens, du chiffre de soutien. Essayons d'y voir plus clair avec un exemple. Nous avons cet ensemble de transactions qui se compose de 1, 2, 3, 4, 5 articles. Nous avons l'article bière, l'article Coca-Cola, l'article jus, lait, poire, que nous représentons avec leur lettre initiale. Donc ces articles sont représentés dans les transactions ci-dessous, avec B pour bière, C pour Coca, etc. Nous voulons trouver tous les articles fréquents. Les ensembles à un article, les ensembles à 2 articles, qui sont fréquents, les ensembles à 3 éléments, et ainsi de suite. Commençons par considérer qu'un élément est fréquent s'il a un support de plus de 3 sur 8. Je mets ce ratio ici parce que j'ai simplement 8 transactions, ce qui signifie que ce que je veux est un article qui apparaît dans au moins 3 transactions, 3 ou plus. Nous commençons par les ensembles d'un élément, et la question qu'on se pose est quels ensembles d'un élément sont fréquents? C'est la course entre le lait et le coca, la bière et le jus. Par contre, la poire n'est pas fréquente. Pourquoi? Combien de fois la poire apparaît-elle? Eh oui, 2 fois seulement. Et nous avons défini qu'un article est fréquent s'il apparaît 3 fois ou plus. Tous les autres articles sont fréquents. Qu'entendons-nous par là? Donc le lait, combien de fois apparaît-il? Dans combien de transactions? Eh oui, il apparaît dans 5 transactions, donc il est fréquent. Vous pouvez compter vous-même pour les autres articles, juste pour vérifier qu'ils apparaissent effectivement dans 3 transactions ou plus. Maintenant, examinons les ensembles de 2 articles. Commençons par exemple par considérer le lait et la bière. Et oui, effectivement, ils apparaissent dans 4 transactions. Et donc, selon notre définition, ce groupe est fréquent. Quel autre groupe est fréquent? La bière et le coca sont fréquents. En effet, ils apparaissent aussi donc 4 fois ensemble. Voilà, comme je vous l'ai indiqué ici. Vous noterez au passage que l'ordre ici ne fait aucune différence. Si nous avons bière puis coca, ou coca puis bière, c'est compté strictement de la même façon. L'ordre n'est pas important, nous nous intéressons juste à la présence d'un article ou non dans un panier, ou une transaction. Et finalement, nous avons aussi le coca et le jus, qui est un groupe fréquent, avec, cette fois, 3 transactions. Avez-vous remarqué quelque chose? Vous avez peut-être remarqué que les groupes de 2 articles fréquents sont exclusivement composés d'articles qui étaient eux-mêmes fréquents dans les groupes d'un seul article. En effet, ce serait bizarre si la poire, qui n'apparaît que 2 fois lorsqu'elle est considérée seule, apparaissait dans un groupe de 2 articles de manière plus fréquente. Donc nous ne pouvons pas couper la poire en 2. Maintenant, il est assez intuitif de comprendre qu'un groupe composé de disons k articles doit être composé de tous les groupes de k-1 articles. C'est ce qu'on appelle la propriété de monotonicité. C'est une propriété importante que nous reverrons un peu plus tard dans cette vidéo. Autrement dit, pour que 2 articles soient fréquents, il faut qu'ils soient composés d'ensemble d'un article fréquent. De même, pour qu'un ensemble de 3 articles soit fréquent, il faut qu'il soit composé d'ensemble de 2 articles fréquents et donc d'ensemble d'un article fréquent, etc.
C'est quelque chose que nous utiliserons plus tard pour comprendre un algorithme efficace qui calcule combien d'articles fréquents nous avons besoin. Maintenant, quelles sont les applications pour lesquelles nous effectuons cette tâche? Pourquoi nous soucions-nous de savoir si certains ensembles d'articles sont fréquents? Imaginez que les gens achètent de la bière et du coca ensemble. Que pouvons-nous faire si nous avons cette connaissance? Quelqu'un pourrait dire « Je peux placer la bière et le coca à des endroits proches dans le supermarché pour faciliter la vie des gens. » Donc, s'il y a une allée, je peux mettre le coca ici, et peut-être, tout près de là, je peux mettre la bière. C'est une façon de le voir. Quelqu'un d'autre, au contraire, pourrait dire « Ok, je fais le contraire. Je ne les mets pas à côté, je les place loin l'un de l'autre. Si je sais que les gens vont certainement acheter du coca et de la bière ensemble, pourquoi ne pas les placer loin? Comme ça, le client verra plus du magasin. Ou peut-être pas très loin. Comme ça, au moins, on a une chance de voir tous ces articles entre les deux. Peut-être qu'ils en achètent aussi certains. C'est la raison pour laquelle le lait dans le supermarché que tout le monde achète presque tous les jours, ou tous les 2 jours, n'est pas devant l'entrée. Donc si c'est l'entrée du supermarché, si vous avez remarqué que le lait toujours en était à la fin, alors il est quelque part très loin de l'entrée, parce qu'ils savent que tout le monde va acheter du lait. Mais en allant très loin, vous allez aussi voir et potentiellement être influencé par tous les autres articles qui sont en vente, et vous allez peut-être les acheter aussi. Une autre perspective serait de donner des coupons pour des bières à ceux qui achètent du coca ou vice-versa. Il s'agit peut-être d'inciter quelqu'un qui n'achète pas de bière à acheter des bières s'il achète du coca, c'est-à-dire quelqu'un qui n'achète pas les deux ensemble habituellement. Car nous avons observé que les gens les achètent généralement ensemble. Nous pensons donc qu'il s'agit d'une bonne offre groupée. Pensez-y comme à une offre groupée. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant est la chose suivante. Vous savez que les gens achètent certains produits ensemble. Vous pouvez faire ce qui suit. Vous pouvez faire une promotion sur les bières, donc le prix de la bouteille de bière va baisser. Imaginez qu'elle coûtait 3 francs avant et que maintenant vous la mettez à 2 francs 80. Le supermarché va donc perdre ses 20 centimes et il devra les trouver quelque part d'autre. Mais si nous savons en même temps que le coca est généralement acheté avec les bières, alors le supermarché pourrait augmenter son prix, disons de 1 franc à 1 franc 20. Donc le prix de cet article va augmenter, et la somme des deux, du coca et de la bière, sera toujours le même. Il sera toujours 4 francs. Avant, c'était 1 pour le coca, 3 pour les bières, et maintenant 2,80 pour les bières, 1 franc 20 pour le coca, mais le total ne bouge pas, c'est toujours 4 francs. Ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons incité les gens à venir acheter la bière moins chère. Mais nous savons que les gens ne vont pas acheter le coca ailleurs, ils vont probablement l'acheter au même endroit. Alors pourquoi ne pas augmenter le prix du coca? L'acheteur ne perd pas d'argent, c'est la même somme d'argent qu'il paie pour le duo. Et le supermarché bénéficie également de l'afflux supplémentaire de personnes qui viennent parce qu'il y a des soldes sur la bière. Ils vendent donc plus de bière, mais ils vendent probablement aussi la même quantité de travail. Le supermarché ne perd donc rien et l'acheteur ne perd pas d'argent non plus. Parfois, il ou elle peut même gagner de l'argent en achetant simplement de la bière. Il est intéressant de savoir que si un produit est regroupé, vous pouvez augmenter le prix ou diminuer le prix de l'un ou de l'autre, entre les deux, pour faire de la publicité et augmenter le prix de l'autre partie, c'est-à-dire l'autre article qui fait partie du regroupement. Je vais vous donner un exemple. Les machines à laver et les sèche-linges sont généralement achetés ensemble, et j'essayais de trouver une combinaison chez Samsung. Voici un modèle pour la machine à laver provenant d'un magasin en ligne, il coûte environ 2000 francs. Le sèche-linge qui va avec cette machine à laver, dans le même magasin en ligne, était à 1800 francs. Je me suis dit que je pourrais peut-être trouver ce sèche-linge à un prix plus bas dans un autre magasin, car je pensais que le prix était un peu excessif. Le total pour ces deux-là était de 3800 francs et je me suis dit, d'accord, je peux peut-être acheter le lave-linge dans ce magasin qui est réputé et acheter le sèche-linge dans un autre magasin réputé. Combien cela coûterait-il ? J'ai donc commencé à consulter les différents sites de comparaison et effectivement, on pouvait trouver le sèche-linge pour un peu moins de 900 francs. Mais je ne voulais pas faire mes achats dans des endroits différents, alors j'ai dit ok, voyons voir si j'achète le sèche-linge dans ce magasin, puis-je aussi acheter le lave-linge dans le même magasin pour m'éviter d'avoir à l'acheter ailleurs. Mais c'était 4800 francs, donc un total d'environ 5600 francs.
pire que les 3800 francs du premier magasin. Ok, donc peut-être je n'ai pas de chance avec ce magasin, regardons dans un autre magasin. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde dans cet autre magasin, et encore une fois, environ 4700 francs, donc le total est à nouveau d'environ 5006. Ça semble vraiment beaucoup. J'ai cherché dans un autre magasin encore, mais encore une fois, avec un total supérieur. Les marchands savent que ces deux produits sont souvent achetés ensemble, donc généralement, ils en ont un très bon marché et ils ont l'autre très cher. Si les gens achètent l'œuf groupé, ils dépensent la même somme d'argent, peu importe où ils l'achètent. Une leçon à tirer de cette expérience, si vous voulez acheter une machine à laver et un lave-linge en combo, l'acheter dans le même magasin ne vous fera pas économiser d'argent. Bien sûr, nous avons examiné seulement 4 vendeurs, mais cela laisse entrevoir ce que l'on aurait pu observer chez d'autres et comment cette idée s'étend à d'autres produits. Ainsi, nous avons vu des paniers de produits individuels dans un supermarché ou dans un magasin en ligne. Mais vous pouvez utiliser ce concept d'articles fréquents aussi dans d'autres contextes. Supposons par exemple que le panier est le relevé de notes d'un étudiant et les articles sont les cours de l'université. Si nous appliquons ces règles d'association ici, qu'est-ce que nous obtiendrons? Nous obtiendrons les cours qui sont typiquement regroupés ensemble. Ils sont suivis ensemble par les étudiants. De même, le panier peut être une personne, le concept du panier et les éléments peuvent être les films. Si nous utilisons des règles d'association, nous pouvons voir quels films sont regardés ensemble par les gens, ce qui nous permet de trouver leurs habitudes. Par exemple, certains regardent beaucoup de films d'action, films romantiques, films d'horreur, etc. Par conséquent, si vous constatez que cet ensemble particulier d'éléments, cet ensemble de films, sont regardés ensemble, nous avons le film 1, le film 2, le film 3, le film 4, qui sont généralement regardés par le même public. Alors, si nous savons qu'une personne en particulier a regardé les films 1, 2 et 3, par exemple, alors on pourrait lui recommander de regarder le film 4. Et c'est ainsi que Netflix, par exemple, fonctionne. Il trouve ses modèles dans les habitudes qu'il tire de la base de données clients. En fonction de ce que vous visionnez, il vous recommande le prochain film à regarder, celui qui va bien. Si vous avez regardé le film 4, ok. Ici, c'est quoi le film 3 et le film 1? Oh, vous n'avez pas regardé le film 2? C'est quelque chose que je peux vous recommander. De même, vous pouvez imaginer d'autres cas. Cela peut être le client d'un restaurant, et nous avons les éléments du menu, ou cela peut être le patient et le médicament et les effets secondaires, ou encore le document et les mots. Prenons par exemple des documents avec du texte. Ici, le panier est un document et les articles sont tous les mots contenus dans les documents. Bien sûr, les mots dans le texte sont ordonnés, alors que dans le panier, les mots perdent leur ordre. Mais peu importe, ici, nous considérons les mots comme des articles dans un panier. Donc nous ne nous soucions pas de l'ordre, mais seulement des mots qui apparaissent dans les différents documents. Avec ces considérations, nous pouvons voir que nous allons trouver des modèles où un tel mot apparaît fréquemment dans de nombreux documents. Nous allons donc trouver des mots qui sont associés et qui apparaissent dans le même contexte. On peut dire qu'ils sont sémantiquement similaires, même s'ils n'ont rien en commun en ce qui concerne leurs racines. En résumé, nous avons vu jusqu'à présent comment on définit et on trouve des articles fréquents, c'est-à-dire des articles qui sont présents plus de S fois dans les transactions, où S représente le support. La deuxième question à laquelle nous voulons répondre est de savoir comment trouver des règles d'association. Les règles d'association signifient qu'étant donné un certain nombre d'articles pris ensemble, disons S, quelle est la probabilité qu'un autre article, disons article I, soit associé avec ces S articles. On peut représenter par S conduisant à I avec la double flèche. La partie gauche est appelée l'antécédent et la partie droite est la conséquence ou le côté droit de l'association. Le tout constitue une règle d'association. Par exemple, si j'ai cet ensemble de transactions, je peux trouver que les couches sont associées à la bière, ou que le lait et le pain sont associés aux œufs, ou que la bière et le pain sont associés au lait. La façon de lire ceci est que si un panier contient du lait et du pain, il est très probable qu'il contienne aussi des œufs. Et nous allons voir maintenant comment est défini ce très probable. Parlons de règles d'association idéales. Un domaine où les règles d'association sont appliquées très fréquemment est le domaine médical. Imaginons que nous disposions d'une grande quantité de données basées sur les symptômes et les médicaments qui ont été pris par des patients. Si nous exécutons un algorithme pour trouver des règles d'association, nous pouvons apprendre quelque chose comme ce qui suit.
Ainsi, si quelqu'un prend du warfarine et du lévofloxacine, cela conduit très probablement à des saignements de nez. Combiner ces deux médicaments produit un effet secondaire indésirable. Ainsi, même si chaque médicament pris séparément ne provoque pas de saignement de nez, les prendre ensemble peut avoir des effets secondaires indésirables. C'est quelque chose que vous pouvez apprendre en exécutant un algorithme pour trouver les règles d'association sur un ensemble de données médicales. Afin de trouver ces règles d'association, nous devons définir certains paramètres. Premièrement, quelle est la taille du groupe ? Ce que nous pouvons faire, c'est spécifier une taille minimale ou maximale. Nous ne nous intéressons qu'aux ensembles d'éléments qui contiennent jusqu'à 3 ou 5 éléments. Bien sûr, moins vous en mettez, plus vous aurez de règles. Et à l'inverse, au fur et à mesure que le nombre d'éléments augmente, la probabilité d'ajouter un autre article va devenir de plus en plus rare. Ensuite, nous avons l'idée d'apparaître ensemble. Qu'est-ce que cela signifie ? En fait, c'est une idée que l'on a déjà vue, c'est la notion de soutien, n'est-ce pas ? Donc le nombre de fois ou la proportion de fois que ce panier apparaît. Et lorsque l'on dit qu'un autre article apparaît fréquemment avec eux, ou la plupart des fois avec eux, qu'est-ce que cela signifie ? Ici, nous devons définir une autre notion, un autre concept que l'on nomme la certitude et que l'on va voir plus en détail. Donc pour les règles d'association, nous allons plus loin qu'avec ce que nous avons vu pour les articles les plus fréquents. D'abord, voyons la notion de soutien. On mesure le soutien par le nombre de transactions qui contient à la fois le groupe S et l'article I sur le nombre total de transactions. C'est similaire à ce que nous avons déjà vu où l'on avait confondu S et petit i en un seul groupe qu'on avait appelé grand I. Quant à la certitude d'une règle d'association, c'est la probabilité qu'une règle se produise. On mesure cette probabilité comme le nombre de transactions qui contiennent à la fois S et I sur le nombre de transactions qui contiennent S uniquement. La certitude est donc nécessairement plus petite ou égale au soutien puisqu'il y a généralement moins de transactions contenant S tout seul que de transactions au total. Voyons ces notions en action avec un exemple. Supposez que nous ayons ces transactions et nous nous intéressions à la règle d'association. Le lait et les couches sont très probablement liés à la bière. Pour calculer le soutien, on a besoin du nombre total de transactions, ici 5, que l'on va placer au dénominateur. Au numérateur, nous avons le nombre de transactions pour lesquelles nous avons à la fois du lait, des couches et des bières. Ici, il y en a 2 de ces transactions, ce qui nous conduit à un ratio de 12 sur 5, soit 0,4. Pour la certitude, le numérateur reste le même. Par contre, au dénominateur, nous devons cette fois compter le nombre de transactions comportant uniquement du lait et des couches. Ici, nous avons 3 de ces transactions, et donc la certitude est de 2 tiers. Maintenant, une question que vous vous posez peut-être est « Pourquoi avons-nous besoin de ces deux paramètres, le soutien et la certitude ?» Nous devons mesurer le soutien car nous ne nous soucions pas des règles qui ont un soutien très faible et qui donc peuvent se produire par hasard. Et nous mesurons la certitude car les règles à faible certitude ne sont pas fiables. Donc nous avons besoin de ces deux paramètres. Par conséquent, afin de sélectionner des règles d'association fiables, nous devons trouver ou spécifier 2 seuils. Un soutien minimal, ou min-out, et une certitude minimale, ou min-cert. Donc ce que nous considérons comme important ou moins fréquent. Je vous laisse faire cet exercice à la maison compte tenu de ces paramètres, à savoir un seuil de soutien de 0,5 et un seuil de certitude de 0,5 et une taille minimale de groupe de 1. Regardons maintenant un autre concept important. C'est le concept dit du lift ou ascenseur en anglais. Certaines règles d'association peuvent avoir une certitude élevée parce qu'un élément en particulier, l'article I, apparaît très fréquemment. Ce n'est pas qu'il est spécialement associé à S, c'est simplement qu'il apparaît partout. Donc nous pourrions arriver à une règle qui est fausse. Ce que nous pouvons faire pour éliminer ces cas est de diviser par le nombre de transactions qui contiennent I sur le nombre total de transactions. Par conséquent, le lift va mesurer l'intérêt de la règle. Plus la valeur est grande pour le lift, et plus la règle d'association est intéressante. Voyons tout cela avec un exemple. Pour cela, je vais reprendre l'exemple laissé en exercice et on va calculer le lift pour ces deux règles d'association. Commençons par jus et cookies. En premier, on calcule la certitude.
le jus est présent dans 3 transactions et il y a 2 transactions qui contiennent jus et cookies. Pour calculer le lift, on va encore compter combien de transactions contiennent cookies. Il y en a 2, et divisé par le nombre total de transactions, 5. En combinant tout ça, ça me donne un ratio de 10/6, soit supérieur à 1. C'est intéressant en effet, on remarque que les clients achètent des cookies s'ils prennent du jus, mais pas l'inverse. Il y a une association intéressante de jus avec cookies. Regardons maintenant avec œufs et lait. Cette fois, on arrive à un ratio de 10/12 pour le lift, soit un ratio inférieur à 1, alors que la certitude et le soutien sont équivalents au cas précédent. En fait, on peut se rendre compte que du lait, on en a presque dans toutes les transactions, et donc ce n'est pas une règle d'association intéressante. On arrive donc à cette nouvelle règle, lorsque le lift est supérieur à 1, il y a association, inférieur à 1, il y a anti-association, et à 1, aucune association. Notons au passage qu'association est à distinguer de causalité ou de corrélation. Ainsi, X associé à Y ne signifie pas que X cause Y. Et contrairement à la corrélation, l'ordre des arguments est important pour une règle d'association. On distingue plusieurs types de règles. Ce qui nous importe, pour les règles d'association, c'est les règles exploitables, celles qui contiennent des informations de haute qualité et exploitables. Nous pouvons les utiliser pour quelque chose, elles ne sont pas triviales. Ce n'est pas quelque chose que nous connaissons déjà. Dans la réalité, ce n'est pas inexplicable, surtout dans le domaine médical. Si nous trouvons quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer, il est fort probable que nous devrions faire d'autres expériences. Nous ne pouvons pas simplement l'utiliser si nous ne pouvons pas l'expliquer. Le problème avec une règle triviale ou inexplicable, surtout si vous avez beaucoup d'articles et de nombreuses transactions, c'est qu'ils vont se produire le plus souvent. Vous allez avoir beaucoup de ces règles sans intérêt. Maintenant que nous avons vu le lift, essayons de trouver un algorithme pour trouver toutes les règles d'association potentielles d'un jeu de données. Nous avons dit que nous devons fournir 2 paramètres, le soutien minimal et la certitude minimale. Une approche naïve serait simplement de générer toutes les règles d'association possibles, de calculer le soutien et la certitude pour chacune de ces règles ainsi générées, et finalement de trouver si elles satisfont à ces 2 seuils. Mais générer toutes ces règles va être prohibitif en termes de calcul. C'est un problème combinatoire et assez vite on arrive à un nombre de règles d'association astronomiques à calculer. Nous ne voulons pas emprunter cette voie. La question qui se pose ici est de savoir si nous pouvons concevoir un algorithme efficace pour l'extraction de ces règles d'association. Pour cela, nous devons nous pencher un peu plus sur le problème afin d'en comprendre les caractéristiques. Voyons un exemple de ces règles. Toutes ces règles sont constituées de ces ensembles fréquents. Lait, couche et bière. Si je trouve que ces 3 ensembles d'articles sont fréquents, ils apparaissent ensemble très fréquemment. Donc c'est un ensemble de 3 articles fréquents et je peux essayer de générer toutes ces règles d'association en les séparant différemment. Ainsi, une fois je prends le lait et couche menant à bière, une fois je peux prendre lait et bière menant à couche, et une fois je peux prendre couche et bière menant à lait. Si je fais tout cela et que je calcule le soutien et la certitude, je découvrirai que, bien sûr, le soutien ne change pas, car il dépend des 3 articles, peu importe qu'ils soient antécédents ou précédents. Mais ce qui change, c'est la certitude. Donc toutes ces règles proviennent des mêmes éléments, elles ont un soutien identique, mais une certitude différente. Par conséquent, nous pouvons découpler les exigences de soutien et de certitude. Nous pouvons commencer par trouver des ensembles d'éléments sur la base d'un certain seuil particulier pour le soutien, et trouver le plus grand que nous pouvons trouver, ou tous les trouver, puis seulement dans un deuxième temps faire les calculs sur la base de la certitude. Par conséquent, nous pouvons générer tous ces ensembles d'éléments qui sont fréquents et dont nous pourrions calculer le soutien, puis dans un deuxième temps calculer les certitudes pour sélectionner les règles. Mais la génération de tous ces éléments reste coûteuse en termes de calcul. Imaginez que vous ayez 5 articles, A, B, C, D et E. Avec ces 5 articles, vous pouvez générer tous ces ensembles d'éléments. Nous avons donc 5 groupes d'un élément, 10 groupes de 2 éléments, etc. Au final, si l'on compte toutes les possibilités, nous avons 2 puissance 5 groupes possibles. Afin de trouver efficacement les éléments fréquents, nous pouvons utiliser une propriété que nous avons mentionnée au début de la vidéo, lorsque j'ai parlé de l'exemple de la bière, du coca, des jus et des poires qui étaient peu fréquents. Si vous vous souvenez, j'avais dit que lorsqu'un ensemble de cas articles est fréquent, alors tous ses sous-ensembles sont fréquents. Ou à l'inverse, si l'ensemble de cas articles est peu fréquent,
C'est ce qu'on a appelé la propriété de monotonicité. Comment pouvons-nous utiliser cette propriété ? Imaginons que nous soyons dans cette représentation et que nous trouvions que l'ensemble des éléments A et B est peu fréquent car il est inférieur au seuil de soutien que nous avons défini. Cela implique immédiatement que tous les autres ensembles plus grands ne peuvent jamais être fréquents. Si A et B n'est pas fréquent, alors ABC, ABD, ABE, etc. ne seront pas fréquents. Donc tous ces ensembles d'éléments n'ont plus à être générés, ils n'ont plus à être calculés, ce qui résulte en un gain computationnel. C'est un principe très important. Illustrons ici son fonctionnement. Fixons pour commencer le soutien minimum, ici 3. Je veux donc qu'au moins un élément apparaisse dans au moins 3 transactions. On commence ensuite par les ensembles d'un article. J'ai 6 articles, donc 6 ensembles, et je compte dans combien de transactions ils apparaissent. On se rend compte que le coca et les œufs apparaissent moins de 3 fois, et donc on va pouvoir ignorer les ensembles de taille supérieure à 1 qui contiennent ces 2 articles. Construisons justement les ensembles de 2 articles, et il y a 15 paires possibles. Ici, j'ai utilisé le coefficient binomial pour savoir que j'avais 15 paires possibles. Je reviendrai sur ce coefficient binomial dans quelques slides. Mais sur ces 15 paires possibles, seules 6 paires ne contiennent ni œufs ni coca. Donc, 9 paires peuvent être exclues des calculs. Donc vous pouvez calculer maintenant le soutien seulement pour ces 6 ensembles. Maintenant, on se rend compte que les paires pain et bière et lait et bière ont un soutien inférieur au seuil de 3. Donc on ne va pas considérer les triplets qui contiennent ces paires d'articles, ce qui revient à exclure les bières. Et finalement, il ne vous reste plus que 3 articles. Vous avez donc seulement un ensemble de 3 articles possibles à considérer, le triplet, pain, lait et couche. Vous avez donc eu besoin de calculer le soutien pour seulement 13 ensembles, contre 41 si vous vous arrêtez à des ensembles de 3 articles, et même 64 ensembles au total, ce qui représente un gain computationnel non négligeable. Derrière cette idée se trouve l'algorithme dit a priori. Voici l'algorithme a priori représenté de manière abstraite. L'utilisateur fournit des transactions et un seuil de soutien. On commence par générer les ensembles de taille 1, donc chaque article pris indépendamment. Ensuite, on construit les ensembles de taille 2 à partir des articles qui ont un soutien supérieur au seuil. Et ainsi de suite, pour des ensembles de taille K, on va utiliser les ensembles de taille K-1 qui satisfont le seuil minimum de soutien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ensembles qui satisfassent ce seuil. L'algorithme a priori est apparu en 1994. C'est probablement l'article le plus cité dans la littérature de data mining sur l'exploration de données. 26 000 citations signifie que 26 000 autres articles font référence à ce travail, ce qui est énorme. Généralement, si vous avez plus de 100, cela signifie que le papier est influent. Maintenant, avec 26 000 citations, cela signifie que l'article a complètement changé le domaine ou qu'il a vraiment commencé dans votre domaine. Pour le restant de cette vidéo sur les règles d'association, nous allons voir comment, à l'aide d'un exemple, cet algorithme fonctionne. Imaginez que vous êtes intéressé par ces petits ensembles de transactions et que, comme règle, vous vous êtes fixé un soutien moyen d'au moins 50% et une certitude minimale de 70%. Certitude que nous utiliserons dans un deuxième temps, donc. Pour commencer, nous allons juste trouver les ensembles fréquents, parce que les règles d'association sont basées sur les ensembles fréquents. Donc pour la première étape, nous utilisons juste le seuil de soutien de 50%. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'un article apparaît dans au moins 2 transactions. Première étape, construisez tous les ensembles d'un seul article. Voici tous les articles que j'ai, A, B, C, etc. Et je compte le nombre de transactions dans lesquelles ils apparaissent. Donc A apparaît 3 fois, B et C 2 fois, et D et E et F une seule fois. Donc D, E, F peuvent être exclus. Voici donc à quoi ça ressemble. Deuxième étape, nous allons construire les ensembles de 2 articles à partir d'un article sélectionné. Nous avons donc les paires A et B, la paire A et C et la paire B et C. Si vous n'êtes pas sûr du nombre de combinaisons possibles, vous pouvez toujours utiliser le coefficient binomial pour faire un tel calcul. J'ai 3 articles et je veux construire des combinaisons de 2 articles. Cela me donne 3.
Comptons maintenant le nombre de fois qu'ils apparaissent. A et B une fois, A et C deux fois, et B et C une fois. Et donc, les paires A et B et C peuvent être exclus. Par conséquent, le seul ensemble de plus de 2 articles fréquents est la paire A et C. Ai-je besoin d'aller plus loin? Non, car je ne peux pas augmenter avec quoi que ce soit. Je ne peux pas le combiner avec quoi que ce soit d'autre. Donc je m'arrête là. Il n'y a pas 3 éléments qui sont fréquents. Combien de règles puis-je générer à partir de cette paire? Je peux effectivement générer 2 règles, donc A menant à C ou C menant à A. Le soutien est le même pour ces 2 règles. Je vais donc maintenant utiliser le critère de certitude avec un seuil minimal de 70%. Quelle est la certitude de A menant à C? Réfléchissons-y. La certitude vaut combien de fois A et C apparaissent ensemble sur combien de fois A tout seul apparaît. A et C apparaissent 2 fois ensemble, on l'a déjà calculé, et A apparaît 3 fois en tout, on l'avait également calculé. Ce qui nous donne 2 sur 3. Donc on a une certitude de 2 tiers pour cette règle, ce qui est inférieur au seuil de 70% que je m'étais fixé. Donc cette règle est à exclure. Maintenant, si l'on suit le même calcul pour la règle C qui mène à A, on obtient cette fois une certitude de 1, et donc une règle qui a une certitude supérieure au seuil que l'on va garder. C'est la seule règle qui satisfait à mes critères, et il est facile de voir que dans cette transaction, elle fait sens. Voici une manière de l'interpréter. Chaque fois que je vois l'article C dans le panier du client, alors j'ai une certitude de 100% de voir un A dans le même panier. Et donc, c'est une règle intéressante que je vais pouvoir exploiter. Terminons cette vidéo sur la terminologie employée. Ce que nous avons examiné aujourd'hui est l'analyse du panier du consommateur. Nous avons vu la définition d'un ensemble d'éléments fréquents ou un groupe d'articles fréquents à partir de données sur les paniers d'achat. Nous avons vu comment nous pouvons utiliser ces données pour extraire des règles d'association. Notamment, nous avons vu un exemple important avec l'algorithme a priori. Nous avons dit que c'est l'un des algorithmes les plus influents dans l'exploration des données ou data mining. Et nous avons examiné 3 concepts. Le concept de soutien, c'est une notion de fréquence d'apparition. Légèrement différente, on a vu la notion de certitude qui est seulement utile pour les règles d'association. Et nous avons également parlé de la notion de lift pour les règles d'association. Le lift vous dit quelle est l'importance de la règle, est-elle triviale ou non? Le but est d'exclure les règles futiles. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la revoir ou à cliquer sur les autres vidéos de cette série de vidéos pour le cours de Business Intelligence Analytics donné à HEC Lausanne. Maintenant, c'est votre business de faire parler votre intelligence et démontrer vos capacités analytiques.